Il y a des gens qui sont angoissés, on trouve des gens en pleurs. Et qu'on avait des gens en souffrance devant nous et on ne savait rien faire avec. On était quand même fortement démunis, les résidents, ils étaient mal. C'était une situation particulière qui a amené un comportement particulier et une ambiance particulière de travail. Ça a commencé par un début des premiers cas en Belgique aux alentours du retour du carnaval, avec tout d'un coup une prise de conscience que les hôpitaux et les laboratoires belges allaient devoir vraisemblablement faire face à une grosse capacité de testing, de dépistage parmi la population. Et une prise de conscience également que des pénuries au niveau mondial s'installaient déjà dans les matériels disponibles. Tout a commencé environ au mois de début mars, donc on a commencé à discuter du Covid en Belgique vers le 9-10 et on a ouvert l'unité ici le 11 mars. Il a fallu décider d'une première unité qui ouvrait. De manière assez logique, le service de pneumologie a été choisi parce que les symptômes liés au problème du Covid-19 sont des symptômes essentiellement respiratoires au départ, en tout cas. On a aussi une certaine habitude de la gestion des isolements, donc ça veut dire de devoir s'habiller, se déshabiller. C'est le cas de la tuberculose par exemple, où les patients sont chez nous aussi, donc on a entre guillemets cette expertise, si on peut dire là. Et puis petit à petit on a dû ouvrir un deuxième service, un troisième service et finalement un quatrième service. Ça a commencé très vite en fait, donc le CHR était quand même proactif, donc on avait déjà prévu si on a des cas qui arrivent, comment on va s'organiser. Et en fait c'est arrivé beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Et donc on a un peu dû au pied levé organiser une unité Covid dans cette unité-ci. Et en 2 jours de temps, on avait des cas Covid qui arrivaient assez rapidement et on a été quasiment plein très vite en fait. Le début, on est un peu dans le vague, on se dit où est-ce qu'on va, où ça va s'arrêter, est-ce que ça va être aussi difficile qu'on l'entend dans les médias et ainsi de suite. On a dû préparer des services. Donc on en a préparé un, on se dit ça va, on va se limiter à un, puis on voit qu'on en prépare un deuxième, puis il y a les soins intensifs, et puis tout s'enchaîne. Mais en fait, comme vous voyez l'étage ici, tout est vide, mais sinon il y avait des bâches, il y avait des molletons à toutes les portes pour éviter que justement on ramène le microbe à chaque fois dans l'étage. Les gens étaient habillés... excusez-moi l'expression, mais comme des scaphandriers, parce que voilà, ils devaient être bien protégés. Donc, au fur et à mesure, les tuniques, les blouses, les surblouses et tout devait être ici. Ils avaient des visières, donc voilà, pour les patients, ils ne reconnaissaient pas toujours les gens qui rentraient dans leur chambre. Même les collègues entre eux, je suis sûre qu'ils avaient difficile parfois de se reconnaître. Chez nous, ça a commencé très tôt, mi-mars, c'était un dimanche, je me rappelle, je ne travaillais pas. Et j'ai eu un coup de fil comme quoi je me suis connectée de chez moi et j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui faisaient la température. Donc automatiquement, j'ai téléphoné, il y avait une chambre de 2 pour la mettre en isolement. Et donc, mettre tout le monde en isolement, du moins les personnes qui faisaient la température. Il manquait de masques, donc moi j'en avais dans mon bureau, donc je suis passée, j'ai déposé les masques et voilà, ça a commencé, j'ai envie de dire, comme ça. Puis quelques jours après, on a une autre personne qui a fait de la température et un frottis a été fait positif. On s'est vite rendu compte que les résidents ont commencé à désaturer, à faire la température et voilà, donc ça a été très vite. Dans le personnel aussi, les gens commençaient à être malades. À un moment, j'avais plus que 2 infirmières de jour et une de nuit. Donc, ça a été très difficile au niveau de la prise en charge aussi, parce qu'on devait être 2 le matin et on était impuissants parce qu'on ne savait rien faire à part prendre leurs paramètres et essayer de les rassurer. Grande panique d'abord. Et donc, on a très vite compris qu'il fallait beaucoup communiquer avec tout le monde, les patients résidents, comme je les appelle, et le personnel, bien sûr, parce que des limitations de liberté, confinement dans une communauté thérapeutique d'une 30aine de personnes, et vous voyez donc le bâtiment, c'est pas un énorme bâtiment, il y a des chambres de plusieurs personnes, on mange ensemble, etc. Donc ça allait être compliqué. Oui, au début c'était pas facile, on avait quelques cas suspects, mais on n'arrivait pas très bien à vraiment savoir
qu'ils étaient positifs au début. On soignait le patient et puis après, quelques jours après, on apprenait qu'il était positif, quoi. Donc c'était un peu stressant parce qu'on n'était pas bien organisé, on n'avait pas toutes les protections. Mais après, au fur et à mesure, on s'organisait et ça allait de mieux en mieux. Donc dans un premier temps, on n'avait que des patients Covid, donc il a fallu qu'on apprenne comment se protéger, s'habiller, se déshabiller, faire attention, s'organiser pour ne pas devoir retourner dans les chambres une fois qu'on est passé. Donc c'est une organisation qui est tout à fait différente et à laquelle il faut s'habituer parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis dans un deuxième temps, on a eu une unité dans laquelle il y avait des patients Covid, des patients qui étaient suspects Covid, des patients qui n'étaient pas Covid. Et là, l'organisation était encore plus compliquée parce que il fallait suivre un ordre pour le travail et donc il fallait absolument rien oublier. Il fallait se protéger d'autant plus qu'on avait des patients qui étaient négatifs et qu'on ne voulait pas infecter. Donc toute la gestion, toute l'organisation doit être revue, rediscutée, retravaillée. Ça, c'est assez lourd. L'hôpital était fermé, il n'y avait plus de consultation, il n'y avait quasiment plus aucune chirurgie, aucune hospitalisation non urgente. Donc on a observé une forte baisse dans certains départements du laboratoire, mais à contrario, une augmentation majeure du travail dans le domaine de la biologie moléculaire pour la réalisation des PCR, mais aussi l'organisation de toute la logistique qui va autour. C'est-à-dire, moi je m'occupais de l'aspect vraiment pratique, trouver les machines, former le personnel, motiver les gens, essayer de rassurer les gens, avec parfois des petites difficultés qui étaient liées au fait que les consignes ont constamment évolué au niveau de Science Anno, au niveau de l'hôpital également. Parfois on nous disait que le masque ne devait pas être utilisé, devait être réservé aux infirmiers. Parfois on nous disait que le masque était absolument indispensable. Les gens stressent, d'autres sont calmes. Il y a des gens qui sont angoissés, on trouve des gens en pleurs parce que voilà, ils sont face à des personnes vraiment en détresse, des familles qui doivent laisser leurs membres de famille là aux urgences et partir parce qu'ils ne peuvent pas rester avec. Mais au départ, on a essayé de bloquer au maximum les gens, de protéger le personnel et les patients surtout. Et de là, on avait à peu près 1300 personnes qui passaient pour venir faire des consultations qui étaient utiles et nécessaires pour pouvoir continuer leurs soins qui étaient déjà en cours. Quand on a commencé à avoir le virus, personne ne savait trop bien dans quelle direction on allait, donc on ne savait pas ce qui nous attendait, vraiment le risque que personne avait. Et on était dans l'incertain de nous autres l'attraper, donc on a dû adapter les horaires avec une réduction du personnel. Puis on a dû adapter l'horaire avec un personnel en plus pour nous mettre sur l'accueil. Et quand on nous a mis sur l'accueil, là on a dû doubler l'équipe pour pouvoir filtrer les gens qui pouvaient rentrer, pas rentrer. On était quand même fortement démunis, les résidents, ils étaient mal, les familles étaient inquiètes, ils ne pouvaient pas les voir, on essayait de les rassurer un maximum. Les médecins ne venaient quasiment plus déjà parce que on était à risque et eux avaient peur aussi et puis ils avaient eu des directives, donc on faisait tout par mail, par téléphone. Voilà, c'était vraiment difficile, on s'est retrouvés face à une situation inconnue et on ne savait pas trop comment gérer pour le mieux. On a dû revoir complètement l'organisation de l'hôpital. Et c'est vrai qu'avec cette épidémie, les visites des familles ont été complètement interdites. Et donc, il y avait un problème, c'est que les gens qui étaient hospitalisés n'avaient plus de contact avec leurs proches. Et il était demandé que le service social puisse participer à faire du lien entre les patients et leurs familles. Et donc, nous avons eu pour mission principale à ce moment-là de donner régulièrement des nouvelles, donc quasi quotidiennement, au niveau des familles, pour les tenir informés de l'évolution de leurs proches, bien sûr avec l'accord du patient et puis avec la personne ressource. Au-delà du coup de fil que l'on donnait, il était important aussi parfois pour les patients et les familles de se voir. Et donc, le groupe Jolimont avait mis à disposition quelques tablettes. Et donc, on avait des tablettes qui nous permettaient d'aller au chevet de certains patients et par le biais de l'application Skype, de pouvoir alors faire un appel Skype avec un proche. Et donc, nous programmions l'une ou l'autre visioconférence avec la famille d'environ 10 minutes. C'était un samedi matin, une infirmière du B2, pneumo, m'appelle en me disant qu'elle avait besoin de blouse d'isolement en urgence. Mais malheureusement, on n'avait plus rien ici et vu que c'était le matériel qui manquait le plus,
on ne savait pas quoi faire pour l'aider. Et puis elle a commencé à pleurer au téléphone. Ça m'a affectée d'office. J'ai appelé Claudio, on a essayé de trouver une solution. On a réussi à trouver une solution parce que on a été dans tous les services chercher des blouses d'isolement. On a reçu quelques-unes, on les a tout de suite lavées et tout de suite envoyées. Toute l'organisation du travail a changé. Donc c'est-à-dire qu'avant, on avait des places bien précises pour chaque personne. Et maintenant, on s'est tous concentrés sur une seule place, c'est-à-dire les blouses d'isolement, car on en manquait, et les uniformes. Donc nous, à notre niveau, au niveau de l'alimentation, je veux dire, on n'est pas en lien direct avec les patients du Covid, mais on va vers eux. Parce qu'à un moment ou l'autre, on prépare leur repas, on va porter leur repas, on récupère les chariots qui ont été dans les unités Covid. Donc à un moment ou l'autre, tout ça, on a dû adapter des procédures pour garantir la production des repas dans les bonnes conditions, encore plus que d'habitude, et aussi toutes les conditions d'hygiène. Un chariot Covid qui revient, mais ça demandait au niveau de la laverie, au niveau de l'équipe de laverie, des dispositions encore plus strictes que les dispositions que nous avons aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on a déjà beaucoup de règles. Dans les cliniques de collectivité, on a les règles de l'AFSCA, donc on a déjà des règles d'hygiène assez strictes, les gants, l'hygiène des mains, etc., etc. Mais du jour au lendemain, on a dû encore augmenter, mettre un palier, je veux dire, supplémentaire au niveau des règles d'hygiène, du suivi, etc. Comme vous voyez, ici, il y a des dames, des hommes. Donc tout le monde aussi avait un peu cette crainte de venir travailler au quotidien, de dire tiens, ok, on vient travailler parce qu'on a un métier et qu'on doit travailler 7 jours sur 7, du matin, midi et soir, on ne peut pas arrêter, c'est un peu comme les infirmières, etc. Mais bon, beaucoup de mamans, beaucoup de papas aussi avaient cette crainte de dire tiens, je viens travailler et au soir, quand je vais rentrer, est-ce que je ne retourne pas avec le Covid dans mon petit cartable à la maison? La peur dans l'équipe, on la ressentait sur certaines personnes, peut-être des personnes déjà un peu plus angoissées du départ, des personnes un peu plus sensibles ou qui malheureusement avaient vécu un mauvais moment juste un peu avant le Covid, donc des personnes qui avaient dans leur famille personnes qui étaient atteintes de cancer ou ainsi de suite et qui étaient très fragiles, peut-être pour voir les gens en soins intensifs ou dans les services entubés ou ainsi de suite. Mais on isolait ces personnes-là, donc on leur demandait d'aller dans un autre service ou voilà, on leur laissait le choix. Il y a des gens qu'on a demandé s'ils voulaient continuer à travailler, aider ailleurs ou éventuellement être au chômage temporaire. Donc ils ont eu le choix et on a pu gérer ça. Mais oui, il y a eu vraiment des gens inquiets et angoissés. Moi, de mon côté, en fait, j'ai pas eu peur. Voilà, je pense que j'étais tellement dans